Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de Pensée de l'écrivain. Je reçois ce soir le professeur Alain Tchimi. Vous êtes médecin émérite, mais aussi écrivain. À votre actif, plusieurs publications scientifiques. Mais pour cette émission, nous allons nous attarder sur l'un de vos premiers articles, la publication collaborative internationale incluant des chercheurs de pointe sur les anévrismes aortiques abdominaux. Également sur une publication récente qui est fondamentale, portant la preuve de l'existence et l'effet d'un nouvel antibiotique. Professeur, bonsoir. Bonsoir. L'objectif de votre travail de master complémentaire en radiologie est d'évaluer les résultats de tomodensitométrie pour les signes de rupture diaphragmatique. Quelle est la pensée scientifique que vous avez mise en place pour développer cette méthode et quels sont les résultats? Alors, pour faire simple, tomodensitométrie égale scanner, première chose. Alors derrière le travail devait être fait parce que c'était un travail de fin d'études. Tout le monde qui postule à un diplôme de l'enseignement supérieur doit à un moment donné de son cursus réaliser ce genre de travaux. Et le cheminement est toujours le même lorsqu'on va réaliser un travail scientifique. Donc le cheminement est toujours le même, il consiste à s'informer d'abord. Qu'est-ce qui est su? Qu'est-ce qui est l'état de la question? Qu'est-ce qui est l'état du savoir? À ce moment-là, ça veut dire qu'on doit avoir beaucoup lu déjà. On doit avoir beaucoup de documentation préalable sur le sujet. Et une fois que l'on a cet état de la question, il faut se demander quels sont les manques, quelles sont les questions encore non résolues par rapport à cet état de la question. Et à ce moment-là, donc au moment de mon travail de fin d'études, j'avais fait l'état de la question sur les ruptures traumatiques du diaphragme et la façon dont on pouvait les diagnostiquer avec un scanner. Il me restait alors à avancer ou à faire avancer l'état des connaissances sur comment on pouvait mieux les diagnostiquer, parce que à ce moment, elles étaient réputées extrêmement difficiles à diagnostiquer pour un scanner. Donc par un scanner, on les ratait assez facilement. Et j'ai passé une année et plus de ma vie à rechercher systématiquement et minutieusement les signes qui permettaient ou qui pouvaient permettre de les diagnostiquer avec beaucoup plus d'efficacité et ainsi éviter les complications, parce qu'il y a beaucoup de complications à ces traumatismes lorsqu'ils ont été ratés. Puis ensuite, il fallait rédiger l'article. Sur la base de ce qu'on avait trouvé. On avait quand même travaillé avec beaucoup de personnes, il fallait regarder une quantité impressionnante de scanners chez des patients traumatisés. Il y a au moins 5 radiologues, c'est un de mes anciens collègues que je remercie, qui ont fait le travail systématique, qui ont minutieusement fait le relevé des signes qui étaient déjà connus et des signes qui n'étaient pas encore connus. Et une fois que nous avons publié ça, je pense que c'est aujourd'hui l'article sur le sujet traumatisme du diaphragme qui s'est le plus lu et le plus cité dans la littérature. Vous dites en effet, le dépassement diaphragmatique ne fait pas la distinction entre une blessure nécessitant une réparation chirurgicale et une rupture diaphragmatique d'épaisseur partielle. Quelle est la pensée que vous exprimez? Alors, ce qui était su à l'époque, c'était que, puisque c'était très difficile à résoudre comme question, y a-t-il un traumatisme du diaphragme ou n'y a-t-il pas de traumatisme diaphragmatique? D'abord, commençons par pourquoi c'est important. C'est important parce que si vous le ratez, donc si vous ne faites pas ce diagnostic au moment où le malade est conduit à l'hôpital à son traumatisme initial, vous ne faites pas ce diagnostic parce que vous êtes distrait par 1000 autres choses, ou bien parce qu'il y a des choses plus importantes, ou parce que tout simplement
vous n'avez pas été suffisamment attentif pour le voir, il ne va rien se passer sur le coup. Donc le patient va évoluer de son évolution naturelle, soit vers le décès à cause de toutes ces autres blessures, ou vers la survie. Et un mois, un an, 10 ans, parfois plus tard, le patient aura alors tout d'un coup un de ses organes intra-abdominaux qui va remonter à l'intérieur de son thorax, provoquant un certain nombre de complications qui peuvent aller du simple malaise jusqu'à l'obstruction intestinale, avec la nécrose intestinale dans le thorax et le décès. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que la pression qui règne au niveau de l'abdomen est toujours supérieure à la pression qui règne au niveau du thorax. Donc les organes finissent d'une façon ou d'une autre par passer au travers de la brèche qui s'est faite au niveau du diaphragme au moment du traumatisme et rentrer dans le thorax. Bien, c'est la raison pour laquelle c'est important de les diagnostiquer. Donc c'est la seule opportunité qu'on a de les diagnostiquer avant, éventuellement, que l'affaire ne se transforme en complication un petit peu plus tard. Au moment de réaliser ce travail, on considérait l'un des signes les plus importants de ce traumatisme du diaphragme était que la coupole diaphragmatique devait être un peu plus haute. Et ce faisant, on s'est rendu compte que, oui, effectivement, lorsqu'il y avait un traumatisme, la coupole diaphragmatique était un petit peu plus haute. Mais certainement, le fait de trouver une coupole diaphragmatique un petit peu plus haute ne voulait pas dire que nécessairement il y avait un traumatisme du diaphragme. Donc, il y a la sensibilité et la spécificité. Le signe est probablement sensible, mais pas spécifique. Donc le fait de voir une coupole diaphragmatique élevée ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une rupture du diaphragme sur laquelle il va falloir intervenir. Nous avons observé cela, et nous avons également observé qu'il y avait d'autres signes. Nous nous sommes rendus compte que le signe diaphragme élevé était certes sensible, mais absolument pas spécifique d'une rupture du diaphragme, mais à côté, nous avons mis en évidence d'autres signes qui n'avaient jamais été rapportés auparavant, comme un épaississement du diaphragme, mais ce sont des termes extrêmement techniques, qui, eux, étaient extrêmement spécifiques du diagnostic d'une rupture du diaphragme. Et donc la combinaison éventuellement de signes qui seraient sensibles avec des signes qui sont spécifiques vous permet, en tant que diagnosticien, de parvenir à un diagnostic avec beaucoup de précision. Donc ça, c'est ce qu'on avait apporté à la littérature. La pensée à la littérature scientifique. Donc là est la pensée scientifique qui avait présidé à notre réflexion et à la réalisation de ce travail. Vous avez collaboré avec plusieurs chercheurs de pointe sur l'anévrisme aortique abdominal. Professeur, qu'est-ce qu'un anévrisme aortique abdominal? C'est un autre chapitre de ma carrière, de ma carrière scientifique et de ma carrière de chercheur que j'ai ouvert une fois que je suis devenu médecin spécialiste, dans lequel j'ai évalué les maladies cardiaques et cardiovasculaires. Je me suis particulièrement intéressé aux anévrismes de l'aorte abdominale. On entend par anévrisme une dilatation d'un vaisseau, d'une artère. Alors, les artères sont faites pour être plus ou moins cylindriques. On peut admettre qu'une artère, lorsqu'elle quitte votre cœur et qu'elle se dirige par exemple vers vos jambes, ait tendance à réduire progressivement son calibre, donc ce qui fait que ce ne soit pas tout à fait cylindrique, mais il est difficilement concevable qu'une artère, à mesure qu'elle va vers vos jambes, se dilate. C'est cette dilatation que l'on appelle un anévrisme. Alors, il y a des stades de dilatation en deçà desquels une tolérance est appliquée. Donc toutes les dilatations ne sont pas nécessairement des anévrismes. Donc on considère par exemple pour l'aorte qui est située dans votre ventre qu'il faut un calibre ou un diamètre de 30 mm pour faire un anévrisme.
Alors les anévrismes peuvent avoir plusieurs formes. Ils peuvent être parfaitement symétriques, on va dire, ou alors asymétriques. Donc on aura un côté du vaisseau qui va rester, je dirais, rectiligne, et un autre côté du vaisseau qui va se dilater. Ça s'appelle des anévrismes saculaires ou saxiformes. Mais c'est du descriptif, mais ça a son importance, non pas lorsqu'il est question du diagnostic, mais lorsqu'il est question de la probabilité que ces choses-là évoluent. Parce que si on s'intéresse à ça, c'est parce qu'elles ont une propension à évoluer. Je dirais à ce propos d'ailleurs que les anévrismes les plus connus, ce sont les anévrismes que vous avez dans la tête. On dit assez souvent que tel ou tel serait mort d'une rupture d'anévrisme dans la tête. Eh bien, ce qui se passe dans la tête chez certaines personnes est exactement la même chose qui pourrait se passer dans n'importe quelle autre artère, au premier rang desquelles l'aorte qui se trouve dans votre ventre, l'aorte abdominale. Lorsqu'elle rompt, vos chances de décéder sont pas loin de 9 sur 10, ce qui est vraiment une quantité, ou plutôt une probabilité de décès quasiment certaine. Donc, le travail de la science, ou le travail du scientifique, ou du littéraire scientifique, ou du chercheur, consiste à trouver les voies et moyens pour que cet événement, qui s'appelle la rupture de l'anévrisme, ne survienne pas. Dans votre publication, vous dites que les anévrismes aortiques abdominaux intacts sont généralement asymptomatiques. Et dans les milieux auxquels les programmes de dépistage par échographie ne sont pas mis en œuvre, la plupart des cas ne sont pas mis en œuvre. Quelle est la pensée derrière ce constat? Voilà une excellente question. Alors, à mesure que l'on avance dans la discussion, je dois revenir dans mes souvenirs parce que ce dont on est en train de discuter date d'il y a quelques années déjà, mais c'est toujours aussi vrai. Les anévrismes par définition, et je reprends de nouveau le parallèle avec les anévrismes que l'on a dans la tête, les anévrismes intracrâniens, vous n'avez jamais rien du tout, vous ne ressentez jamais rien du tout jusqu'au moment où vous êtes mort. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais que ça rompe. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de symptômes, ou peu de symptômes. Alors, anciennement, quand même, lorsqu'un anévrisme était très gros, en palpant le ventre du malade, on était capable de se dire ah ben finalement il y a une boule dans le ventre, est-ce que ne serait-ce pas un anévrisme? Bon, ça c'était une façon dont on les diagnostiquait, mais il fallait dire qu'on les diagnostiquait déjà assez important, impressionnant, et que la chance de les diagnostiquer par la palpation manuelle est pratiquement nulle, dans le sens où la plupart des anévrismes auront rompu avant d'avoir atteint la taille qu'il faut pour que la palpation manuelle soit efficace. Pourquoi auront-ils rompu? Ils auront rompu parce que, évidemment, un anévrisme n'est pas qu'un objet tridimensionnel. S'il l'était, parce qu'il faut rajouter la biologie dedans, mais si c'était un objet tridimensionnel, vous imaginez le ballon de baudruche que les enfants gonfleraient. Vous prendriez un ballon et vous le soumettriez à une pression plus ou moins constante, quoique la pression du cœur est une pression pulsatile, mais le résultat est le même. Et donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, jusqu'au moment où la tension de la paroi du ballon devient impossible pour compenser la pression qui règne à l'intérieur du ballon, et résultat, le ballon éclate. C'est exactement ce qui se passe au niveau des anévrismes. Donc, plus c'est gros et plus ça a de chances de rompre. Selon un principe, j'allais dire, strictement mécanistique. Évidemment, il faut rajouter la biologie là-dedans. C'est la biologie qui fait que l'individu développe d'autres mécanismes encore qui vont le protéger de cette rupture-là. Et ce sont ces mécanismes qui font que des fois, exceptionnellement, ou en tout cas assez peu fréquemment, on puisse trouver un anévrisme qui soit suffisamment grand pour qu'on le palpe. J'en reviens à la question. Vous avez donc peu de chances
d'avoir le moindre symptôme d'un anévrisme. Et donc, la seule façon d'éviter qu'un anévrisme rompe est d'identifier préalablement les personnes qui sont à risque d'avoir un anévrisme ou les personnes qui ont un anévrisme. Et vous interrogez pour cela l'hérédité, les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, des facteurs de risque cardiovasculaires, la sédentarité, le tabagisme, etc., etc. L'hypercholestérolémie, tout un tas de facteurs de risque qui sont connus. Ces personnes-là, et l'âge, facteur très important, plus la population vieillit, et plus elle est à risque d'avoir de ces maladies cardiovasculaires, parmi lesquelles les anévrismes. Donc, ces personnes qui sont à risque doivent être incluses dans des programmes de dépistage qui permettent, par une simple échographie, donc la sensibilité est de 100%, c'est-à-dire que tous les anévrismes de la aorte abdominale sont visibles en échographie, et chaque fois qu'on voit un anévrisme en échographie, et c'est effectivement un anévrisme. Donc, facile, c'est vraiment très très facile. On fait une échographie, on sait que le malade a un anévrisme ou qu'il n'en a pas un, et s'il en a un, eh bien on va le suivre. Pourquoi va-t-on le suivre? Parce que, me direz-vous, une fois qu'on sait qu'ils sont là, ils vont certainement grandir et éventuellement rompre. Ce n'est pas aussi simple que ça. On va les suivre parce que la rupture augmente avec la taille de l'anévrisme. Il y a des anévrismes dont la taille n'excède jamais un certain niveau parce que, rappelez-vous tout à l'heure, je vous parlais des mécanismes biologiques de compensation. Ces mécanismes peuvent être suffisamment efficaces pour que l'anévrisme reste contenu pendant longtemps. Alors il ne faut pas les opérer. Pourquoi? Parce que le risque qu'on prend à opérer ces malades excède maintenant le risque que ces malades développent une rupture. On les suit. On fait une échographie chaque année pour voir quelle est l'évolution de la taille de cet anévrisme. Et, ma foi, tant qu'on reste en dessous du seuil donc le seuil qui est admis dans la littérature, c'est 50. Je vous ai dit qu'on dit que c'est un anévrisme à partir de 30 mm. Lorsqu'on est à 50 mm, dans la plupart des cas, il faut intervenir. Soit par une opération, soit par d'autres techniques. Je ne suis pas sûr qu'on va détailler ces techniques-là, mais à 50 mm, il faut intervenir. Il y a une petite exception, c'est la femme. On intervient plus rapidement chez les femmes, surtout lorsqu'elles sont tabagiques. Donc chez la femme qui fume au-dessus de 45 mm, on a tendance à intervenir. Pourquoi, me direz-vous, fait-on une distinction entre les femmes et les hommes? Ben, tout simplement parce que l'aorte et les vaisseaux, de façon générale, sont plus petits chez les femmes que chez les hommes. Je vous cite, professeur, il convient de noter que dans l'ensemble, il existe un manque de connaissances solides sur la véritable prévalence de l'anévrisme aortique abdominal dans le monde. Professeur, c'est inquiétant. Vous dites ensuite, enfin, les variations temporelles des tendances de prévalence pourraient en fait refléter des changements sociodémographiques. Dans certains des pays, il y a des solutions. Première chose de ce que vous me dites, première remarque, on ne sait pas quelle est la prévalence, ou plutôt si vous prenez 100 individus qui passent dans la rue, vous êtes bien en peine de dire combien ont un anévrisme. Certains groupes ou certains sous-groupes de personnes sont bien étudiés, d'autres un petit peu moins. J'ai dit tout à l'heure que l'âge était un facteur de risque. Vous savez que si vous prenez 100 personnes de type caucasien, par exemple, j'insiste sur le type parce que ça a une importance. Si vous prenez 100 personnes de type caucasien qui ont plus de 65 ans, vous allez avec un risque de rencontrer un anévrisme de l'aorte abdominale chez 5 individus. Bon, mais ça c'est une tranche de personnes qui est assez bien étudiée. Si vous prenez 100 individus tout venant de 20 ans, vous avez un risque presque zéro d'avoir un anévrisme de l'aorte abdominale. Alors donc, à la fin de la journée, ce qui est bien connu chez le caucasien l'est un petit peu moins chez l'afro-américain et l'afro-africain, un petit peu moins aussi chez l'asiatique ou l'américano-asiatique. À la fin de la journée, il manque encore beaucoup de connaissances fondamentales sur
qui pourrait avoir un anévrisme et qui ne pourrait pas avoir un anévrisme. Et ça fait partie des choses importantes, comme je le disais au début de cet entretien, qui motivent les chercheurs, qui font que, cette question-là, on ne la connaît pas, on ne sait pas exactement ce qui se passe à ce point, il faut investiguer, il faut étudier. Puisque nous sommes africains et afro-africains, je n'ai pas, par exemple, de données concernant les anévrismes de l'aorte abdominale dans mon pays natal, le Cameroun. Ça n'existe pas. Et donc ce sont des données à créer. Probablement, et je le dis de façon très encourageante, le risque ou la prévalence de cette maladie est plus basse chez nous qu'en Europe ou aux États-Unis ou même en Asie. Mais enfin, il faudrait encore le démontrer et s'interroger alors sur la pertinence des programmes de détection et de suivi des malades qui ont un anévrisme ou pas. Il existe des preuves contradictoires concernant le rôle de la calcification de la paroi aortique anévrismale dans la progression de la maladie. Quelle est cette preuve contradictoire? Alors, la calcification fait... Et la calcification représente deux choses. Alors, la calcification, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, vous prenez un œuf, d'accord? Vous pouvez retirer la coque de l'œuf, il reste une membrane autour de l'œuf qui garde l'œuf imperméable. Donc, la coque est la calcification de l'œuf. Et les anévrismes ont tendance, pour se protéger, à faire l'œuf, donc à se calcifier de cette façon, pour que justement la pression qui règne à l'intérieur de l'anévrisme ne conduise pas à la rupture. Donc la calcification, de ce point de vue, est un mécanisme qui permet, un des mécanismes biologiques qui permet à l'anévrisme et aux patients qui portent l'anévrisme de se protéger. D'un autre côté, il est connu depuis au moins 60 ans que la calcification fait partie de l'évolution et est un des acteurs de l'évolution de la maladie cardiovasculaire en général. On sait que plus vous avez des artères calcifiées et plus vous êtes à risque d'avoir des artères bouchées. Plus vous avez des artères calcifiées et plus vous êtes à risque de développer tout un tas de problèmes. Donc la calcification se retrouve aux deux versants de la maladie. Donc à l'initiation de la maladie, c'est-à-dire au départ, comment est-ce qu'on arrive à faire un anévrisme? La calcification participe à cette affaire, et à la protection de l'individu contre la maladie, parce qu'une fois que la maladie a été initiée et que l'anévrisme s'est développé, progressivement, l'aorte ou la paroi aortique se calcifie de façon à protéger l'individu du problème que, d'une certaine façon, elle aura créé elle-même. C'est passionnant parce que les effets biologiques, les étapes des maladies vous montrent parfois un certain nombre de contradictions. Et ça fait qu'au moment où vous réfléchissez à la meilleure façon de prendre en charge la maladie, de lutter contre la maladie, vous devez bien vous assurer de ce contre quoi vous luttez et à quel stade de la maladie vous avez l'intention d'adresser le problème. Donc si vous voulez lutter contre la calcification, au-delà de l'initiation de la maladie, probablement vous supprimez un des leviers qui permet aux malades de se protéger. Tandis que si vous luttez contre ces calcifications en amont de l'initiation de la maladie, probablement le bonhomme, le malade, pourrait ne pas développer d'anévrisme. Donc c'est passionnant, ça aussi c'est passionnant, et ça fait partie des choses qui pour la plupart sont mal connues ou ne sont pas connues du tout. Et donc un champ d'investigation fantastique pour ceux qui veulent faire de la recherche, publier et écrire sur l'histoire, l'évolution et le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale. Récemment, vous avez publié des recherches apportant la preuve de l'existence et l'effet d'un nouvel antibiotique. De quoi s'agit-il?
Alors, je pense qu'il s'agit de sérendipité. La sérendipité, c'est comme disait Fleming. Fleming a découvert les antibiotiques. Ça tombe bien, nous parlons d'antibiotiques. Alors, je tiens à citer deux noms dans cette aventure. Deux amis à moi, deux formidables personnes et des chercheurs qui travaillent et qui ont travaillé avec moi depuis des années. Le professeur Lancelotti, qui est le professeur de cardiologie au CHU de Liège, et le professeur Cécile Houry, qui est la directrice de recherche au GIGA cardiovasculaire de l'Université de Liège. Donc ces deux personnes sont exemplaires à plus d'un titre et mes compagnons dans cette aventure. Sérendipité, disais-je. Lorsque Alexandre Fleming a découvert la pénicilline, il n'avait absolument pas l'intention de la découvrir. Donc, ce qui s'est passé était une chose bien connue depuis le temps que les boîtes de pétri dans lesquelles on était censé réaliser des cultures de bactéries, donc il fallait réaliser des cultures de bactéries pour savoir, par exemple, à quoi était sensible une bactérie, à quoi ne l'était-elle pas. Et on savait qu'un champignon qui colonisait ou qui avait l'habitude de coloniser ces cultures de bactéries empêchait parfois les bactéries d'être cultivées. Et donc, ce qui s'est passé est que Fleming a réalisé un raisonnement inverse en se disant, mais enfin, si lorsqu'il y a ce champignon, mes bactéries ne poussent pas, c'est qu'il y a probablement quelque chose dans ces champignons. Donc, lorsque vous développez un accident vasculaire, c'est parce que vous avez eu une thrombose. Une thrombose, c'est un caillot qui se forme à l'intérieur du vaisseau, qui bouche ce vaisseau et empêche le sang d'irriguer les organes qui se trouvent en aval, de l'obstruction. L'une des voies les plus simples pour agir contre ça est de refluidifier le sang, de façon à liser le thrombus et permettre une circulation normale du sang. Bien. Donc, l'étude consistait à savoir quel était le plus efficace entre deux traitements de ce problème. Donc, un des bras de l'étude incluait l'observation des malades qui étaient sous ticagrelor et l'autre bras des malades qui étaient sous clopidogrel. Deux molécules qui font à peu près le même travail. Et l'étude était remarquablement équilibrée puisque le taux de décès, le taux de complications dans les deux bras de l'étude était similaire. Sauf que la raison pour laquelle les malades dans un bras évoluaient mal était fondamentalement différente de la raison pour laquelle ils évoluaient dans un autre bras. Dans le bras ticagrelor, on avait principalement des patients qui saignaient. Donc, probablement de les avoir trop fluidifiés, ils développaient des complications hémorragiques. Tandis que dans le bras clopidogrel, on avait des malades qui développaient une infection pulmonaire, une infection urinaire, bref, ils développaient une infection et certains en mouraient. Ceci nous a poussé, les deux bons hommes que j'ai cités, et moi-même, à nous poser la question de savoir si le ticagrelor n'avait pas de propriétés antibiotiques. Et nous sommes allés en laboratoire et nous l'avons testé. Quelle ne fut notre surprise? Notre surprise de découvrir que oui, en effet, cette molécule avait une propriété antibiotique. Il faut savoir que maintenant, j'ai utilisé ce nom-là, c'est une marque déposée, qui est la propriété d'une firme pharmaceutique. Et la firme pharmaceutique était bien évidemment, si nous ne l'avions pas couvert par un brevet, en droit de réclamer l'application de cette molécule comme un antibiotique. Nous l'avons fait, et donc nous pouvons utiliser cette molécule comme antibiotique. Nous avons réalisé ensuite pas mal de travaux
supplémentaire parce que dites-vous bien que l'idée d'utiliser le ticagrelor comme antibiotique ne viendra à l'esprit de personne, vu que si vous le donnez à un malade, bien, il va se produire qu'il va saigner. Hein, il va se produire exactement ce qui s'est produit dans l'étude que je vous ai dite. Le patient n'aura pas d'infection, mais il va développer des complications hémorragiques. Et donc, il a fallu utiliser l'énergie et le génie créatif de la chimie pour modifier la molécule de façon à diminuer son pouvoir anticoagulant, tout en maintenant ou augmentant son pouvoir antibactérien. C'est ce que nous sommes parvenus à faire à bien des égards, faisant ainsi émerger la probabilité ou la possibilité très concrète d'une nouvelle classe d'antibiotiques qui agirait sur les bactéries par un mécanisme assez peu commun dans les différentes classes d'antibiotiques connues alors. Parlez-nous, professeur, de l'analyse de la production de staphylosantine, du test d'agrégation plaquettaire et de l'analyse statistique. Oh, ça, vous êtes allé dans les détails du travail. En réalité, tout ceci est passionnant. Tout ceci est... lorsque vous avez une idée, et je pense que ça fait partie du cœur de notre discussion, pour un chercheur ou pour un littéraire scientifique, vous partez donc d'un état des connaissances. Vous vous posez une question, que puis-je faire de mieux? Puis vous mettez en route les méthodes qui vous permettent éventuellement de résoudre cette question. Et lorsque vous avez résolu cette question, vous annoncez ce que vous avez trouvé et vous dites, à ce point, il me reste encore, ou il nous reste encore tous, à la communauté, à explorer tant et tant de questions qui restent insolubles ou non résolues à l'heure qu'il est. Ce dont vous avez parlé fait partie des méthodes. Donc vous avez une nouvelle molécule qui est supposée avoir un rôle d'antibiotique. Eh bien, vous devez mettre en route chacun des tests qui est nécessaire pour démontrer que, en effet, il s'agit bien de cette molécule-là qui agit et éventuellement, tel est le mécanisme par lequel elle agit. Ce qui permet au suivant de venir et de dire, ok, très bien, selon la base, selon la méthode qu'ils ont utilisée, en effet, c'est ici qu'ils se sont arrêtés. Nous prendrons donc leur travail à partir de là et nous essayerons de résoudre les questions qui s'en suivent. Professeur, pour finir, quelle est la pensée scientifique portée sur le ticagrelor? Alors, ticagrelor, donc j'ai utilisé le mot de sérendipité tout à l'heure, et je crois que c'est un bon mot. Alors d'abord, puisqu'on parle de littérature, c'est un mot assez peu fréquent. La tonalité, sérendipité, serpent qui serpente, quelque chose comme ça. Ça fait joli, c'est un joli mot. On pourrait le remplacer par curiosité, opportunisme, tout ce que l'on veut. Mais un esprit littéraire et un esprit scientifique, globalement, se veut vif, capable de saisir au vol une opportunité qui se présenterait, et l'observation crée l'opportunité. Donc une fois qu'on s'est imprégné d'un sujet, qu'on a beaucoup lu, qu'on a lu ses collègues, qu'on a lu diverses choses, qu'on est vraiment imprégné du sujet, viennent à l'esprit du curieux des questions, et viennent également à l'esprit du curieux des opportunités qu'il se doit de saisir. C'est ce que représente le ticagrelor, pour moi, pour mes amis, pour nous tous, puisque l'histoire est belle, ou en tout cas jusqu'à ce stade-ci, elle montre des prémices d'être une belle histoire. De nombreuses recherches ont été menées, plusieurs processus de vérification sont en cours, des brevets ont été déposés, une spin-off a été créée
pour exploiter tous les brevets qui ont été déposés. Ça a l'air d'être une belle histoire dans son déroulement. Et c'est une belle histoire qui ne doit en réalité qu'à l'opportunisme et la faculté d'observation. C'est sur ces mots que s'achève Pensée de l'écrivain. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.